Bonjour à tous et à toutes. Ok, on se connaît pas encore, moi c'est Orm. Et laissez-moi vous parler aujourd'hui d'un monument de la culture populaire. Laissez-moi vous parler de Nintendo. Non ok, Nintendo on connaît tous. C'est ridicule de le présenter parce que c'est pour beaucoup d'entre nous les jeux phares de notre enfance. Ou ceux que tu lances quand tu veux te poser avec tes potes ou quand tu veux te retrouver tranquille chez toi. Donc on est bien d'accord pour dire que Nintendo ça a juste tout détruit sur son passage. Sauf que est-ce que vous connaissez vraiment la face cachée de l'entreprise ? Ou ses liens avec la mafia japonaise et les jeux d'argent, en plus de ses échecs commerciaux, sont, je vous l'assure, très loin de cette image pérenne et familiale qu'on lui connaît aujourd'hui. Mesdames et messieurs, moi c'est Orm, et laissez-moi un peu de temps aujourd'hui pour vous parler des origines chaotiques de Nintendo. Ok, Nintendo à ses débuts c'est ça. Ouais, c'est un jeu de cartes. Et donc passer de ça à ça, je trouve ça plutôt impressionnant. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je vous mette un peu de contexte historique. Ok, à la base, les jeux de cartes ont été introduits au Japon par des marchands portugais au XVIe siècle. Déjà, ça n'a pas plu aux autorités japonaises de voir se développer dans leur pays des jeux d'origine occidentale. Mais en plus de ça, les jeux de cartes, ils ont été immédiatement liés aux jeux d'argent. Et ça leur a vraiment pas plu. Donc le gouvernement a décidé, pour tenter de contrer ça, de bannir en 1633 tous les jeux d'origine occidentale. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, ça sert à rien. Ça touche un milieu clandestin, donc c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc pendant des années, concrètement, on continue de jouer de manière illicite. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement continue sa censure, donc dès qu'un jeu devient trop populaire, il se fait interdire. Et un nouveau jeu de cartes voit le jour pour le remplacer. Ça va durer des années, concrètement. Jusqu'au jour où un jeu sur le thème des fleurs, qui s'appelle Hanafuda, va apparaître. Ok, on va laisser passer quelques années et on va se retrouver en 1882. Et là, le Japon n'en peut plus. Ça fait des années qu'ils essaient de se faire respecter et là, ils sont en mode on interdit juste tous les jeux de cartes. Et vous savez, je vous ai parlé des Hanafuda. Ces dernières, elles vont être tolérées pour un détail en particulier, le fait qu'il n'y ait pas de numéro sur les paquets de cartes. Et ça fait toute la différence, vraiment, croyez-moi. Revenons à notre histoire. Tout a commencé en 1889 quand un mec qui s'appelait Fusajiro Yamauchi décide de fonder à Kyoto, au Japon, Nintendo Kopai. À l'origine, c'était une petite entreprise qui fabriquait les cartes à jouer que Yamauchi fabriquait lui-même, les Hanafuda. La société de production de Yamauchi, elle va marcher. Elle va très bien marcher au tel point qu'il va devenir le quartier le plus influent de toute la ville. Certes, ces cartes sont de super bonne qualité, mais c'est surtout parce que tous ses autres concurrents sont effrayés par la clientèle. Parce que concrètement, les clients de Yamauchi, ce sont pas les petites familles qui jouent tranquillement sur la table du salon, comme ce que vous et moi on s'imagine. Est-ce que le gouvernement devait aussi s'imaginer ? Non. Les personnes qui achètent les Hanafuda, ce sont en majorité les Yakuza. Ouais, c'est bien le milieu criminel là, je vous l'assure. Après voilà, ça reste des clients comme les autres. Ils sont certes un peu violents, mais aucun client n'est parfait. Les Yakuza. Ouais. Mais ce qui se passe et ce qui a plu à Yamauchi, c'est surtout que c'était des clients très fidèles parce que à chaque partie qui avait de l'enjeu, donc très souvent, c'est un nouveau jeu de cartes qui est ouvert. Donc ça marche, c'est une affaire qui marche et ça profite vachement bien dans le business de Yamauchi. Et si on peut pas dire si Yamauchi visait oui ou non à l'origine le milieu criminel, il n'empêche que sans les Yakuza, Nintendo ça serait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Juste c'est fou. Bon ok, Nintendo, après ça va continuer sur sa lancée jusqu'à agrandir l'entreprise vers une production de masse. Pour faire ça, l'entreprise va se tourner vers des cartes bon, de moins bonne qualité, mais surtout aussi moins chères et donc beaucoup plus accessibles. Bon, à partir de là, ça va rester des détails, les changements dans l'entreprise, comment l'entreprise va évoluer, c'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, il y a un truc improbable dans cette histoire, c'est la succession de Fusajiro Yamauchi. Son successeur en particulier, c'est Sekiryo Kaneda. Non, il n'est pas devenu Yamauchi en mariant la fille de ce dernier. Ça aurait été trop classique. Certes, il l'a bien mariée, mais c'est surtout officiellement, en se faisant adopter, qu'il est rentré dans la famille Yamauchi. Non, il s'est pas fait adopter en étant enfant, il s'est fait adopter en étant adulte. Ouais. Cette situation, elle arrive quand une famille n'a pas d'enfants, ou du moins pas de petits garçons, et qu'elle veut conserver l'entreprise dans la famille. Pour nous, c'est vraiment étonnant en tant qu'occidentaux, mais au Japon, ça se fait beaucoup. Parce que 98%, c'est parmi toutes les adoptions au Japon, le nombre de patrons qui ont adopté leur employé. C'est devenu une solution.
une anecdote assez étonnante pour vous introduire Sekiryu Yamauchi. Sauf que, à part cette histoire d'adoption, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose de super intéressant dans la vie de Sekiryu Yamauchi. Mais les choses vont le devenir avec l'arrivée de son petit-fils, Hiroshi Yamauchi. Je sais pas si vous le connaissez, mais retenez son nom parce que lui, en tout cas, il a fait de Nintendo l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Mais il s'est un peu égaré en chemin. Et clairement, c'est un euphémisme. Avec sa prise de commande en 1949, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nintendo va prendre un tournant. Les choses sérieuses commencent 10 ans plus tard, en 1959, quand Hiroshi va se lancer dans un partenariat très important, une collaboration avec nul autre que le monstre Disney. Imaginez 2 minutes Bambi sur un jeu de cartes. Ouais. Vous comprendrez vite que personne d'autre n'est mieux placé que Disney pour permettre à Nintendo d'atteindre et surtout d'ouvrir le marché international de cartes à jouer pour enfants. Vous l'aurez donc compris, ce succès va rapporter super gros à l'entreprise. Enfin assez pour que Hiroshi, qui vient de se rendre compte de la limite qu'il y avait dans le marché de cartes à jouer, ait la liberté financière pour investir dans un peu tout ce qui lui passe par la tête. Par exemple, dans un marché de nouilles instantanées, ou plutôt de riz instantané, ça a commencé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu à quel point le marché de nouilles instantanées, il était grandissant au Japon. Donc il s'est dit pourquoi pas investir dans le marché de riz instantané. Pourquoi pas? Sauf que quand on n'y connaît rien, évidemment, ça finit par être un échec. Enfin bref, il s'est pas laissé faire, donc il a continué ses expérimentations en investissant dans des séries à Nintendo et dans pas mal d'autres trucs. Comme par exemple dans une machine à barbe à papa Nintendo. Ou encore dans des assaisonnements Popeye pour le riz. Mais il a aussi tenté sa chance dans d'autres business, comme par exemple dans une compagnie de taxi. Vous y attendez pas, moi non plus honnêtement. Elle s'appelait Daya, et elle a pas tenu un an. Dans son livre, Mary Firestone parle de l'entreprise en disant ça. Je vous lis la traduction. Ce fut une entreprise florissante, mais Yamauchi l'a vendue lorsque les luttes avec les syndicats de chauffeurs ont rendu l'entreprise trop coûteuse à gérer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que Yamauchi a tellement sous-payé ses chauffeurs qu'ils ont fini par se syndiquer. C'est juste une performance en elle-même, honnêtement. Enfin, c'est surtout un carnage, mais ça a pas découragé Hiroshi, il s'est dit on va tenter autre chose. Et je sais pas pourquoi ni comment, mais il s'est retrouvé dans le marché pour bébés et jeunes enfants. Avec ce siège pour bébé qui faisait en même temps balançoire, et avec cette poussette pour bébé là. Évidemment dans une période où le Japon était en plein dans le baby-boom d'après-guerre. Dans cette même période, Nintendo a aussi produit des tables de casino. C'était cette fois-ci pour surfer sur le phénomène de mode qui touchait à cette période-là les casinos en Asie. Yamauchi a aussi tenté sa chance dans des équipements pour les bureaux, comme avec cette imprimante-là, ou bien ce système de rangement. Et quant à leur succès, si aujourd'hui Nintendo est connu pour être une entreprise de jeux vidéo, ça nous donne un petit indice. Et si vous pensez que l'histoire de Nintendo ne pouvait plus vous surprendre, laissez-moi vous présenter ce qui est selon moi la plus grosse dinguerie de l'entreprise. Dans les années 70, Nintendo s'est essayé à la production de nude cards. Vous avez très bien compris, c'était tout simplement des cartes où on pouvait voir des fans carrément nus. Ou en tout cas vraiment dévêtus. Et non, évidemment que je vais pas montrer des photos comme ça. À la limite, vous aurez ces photos. Il y a carrément eu une édition spéciale Marilyn Monroe. C'est pour vous montrer à quel point il a poussé son délire loin. Toutes ces inventions ont lieu entre les années 1960 et 1980. Non, c'est pas si vieux. Et donc comment Yamauchi s'est retrouvé à passer de tout ce truc vers la compagnie qu'on connaît aujourd'hui, donc Nintendo? C'est grâce à l'arrivée d'un mec. Ce mec, je vous le présente, il s'appelle Gunpei Yokoi et c'est un inventeur de génie. Mais il est pas du tout arrivé en tant qu'inventeur. Non, il fallait pas que les choses soient faciles chez Nintendo. Mais le problème, c'est que lui, il s'est pas retrouvé chez Nintendo par choix. Il s'est retrouvé là par dépit parce qu'il était loin d'être un élève brillant. Et donc avec ses résultats, il n'a pas pu intégrer les entreprises qui lui plaisaient vraiment. Bref, avec son diplôme en électronique, il s'est retrouvé chez Nintendo à entretenir les lignes d'assemblage des cartes. Sauf que ce boulot, il est super, mais il est un peu ennuyeux. Et je vous l'ai dit, Gunpei, c'est un créatif.
Donc ce qui se passe, c'est que pendant son temps libre, il s'amuse à bidouiller des trucs. Vous et moi, c'est pas ce qu'on ferait, mais Gunpei, lui, il a du temps libre et donc il crée une main mécanique. C'est pour vous dire un peu le gars. Yamauchi, justement, un jour, il passe par là et il voit cette invention et ça l'intéresse. Parce que c'est un bon entrepreneur, donc direct, il la commercialise. Devinez quoi, ça marche, enfin. Enfin une réussite pour Nintendo. C'est pas la première, mais l'Ultra End, en tout cas, ça va signer le début d'un accord entre lui et Gunpei. Donc à partir de là, Gunpei va être en charge d'un secteur, recherche et développement, il va avoir une équipe et il va pouvoir se lancer dans la conception de jouets pour enfants. Un petit exemple de ce que Gunpei a créé. Dans la liste, on peut trouver ce jeu de baseball. On peut évidemment retrouver des voitures télécommandées, qui par ailleurs ne pouvaient tourner que vers la gauche. Bon, ils ont fait des économies où ils pouvaient. Parlant d'économies, ils ont surtout économisé du temps en copiant Lego, tout simplement. Bon, à part quelques différences, vous vous doutez bien que Lego a pas laissé passer ça, et il a juste traîné Nintendo en justice. Bon bref, retour à la liste. Il y a aussi un téléphone à lumière qui n'utilisait pas les ondes radio, mais bien la lumière pour transmettre le son. C'est pas une invention, mais ça reste smart. En fait, c'était pas destiné aux enfants, mais bien aux adultes, tout comme ces casse-têtes là. Il y a aussi ce petit aspirateur télécommandé. Bon, dans les faits, il aspire pas très bien, mais ça reste un jouet super mignon. Et la liste est encore très longue. Enfin, il reste un dernier jouet de Gunpei dont j'ai envie de vous parler, le Love Tester. Et même si les gens savent que c'est pas possible, devinez quoi, ça explose les ventes. Ça ne marche pas, mais on a envie de savoir. Et donc voilà, ce Love Tester, c'est encore une fois une idée absurde de Nintendo. Et honnêtement, on commencerait presque à s'habituer à ces idées qui sortent totalement de nulle part. C'est peut-être juste ça, la marque de fabrique de l'entreprise. C'est peut-être juste des idées originales. En parallèle, à partir des années 70, Nintendo commence à tourner vers les jeux d'arcade, à partir du moment où le marché explose. Yamauchi va saisir l'occasion pour investir dedans. Ça reste un homme d'affaires. Ok, donc Nintendo va continuer d'évoluer, va se lancer vers le numérique et va se lancer dans la production de consoles de salon. Comme celle-là, ça va super bien se vendre. Donc là, Gunpei, de son côté, il cherche un peu de l'inspiration partout. Il cherche de l'inspiration dans son enfance, dans ses souvenirs ou dans son quotidien, comme un jour une scène qui va le marquer et qui va changer beaucoup de choses. D'après l'histoire, un jour Gunpei se balade tranquillement dans le Shinkansen. Voilà, c'est le train à grande vitesse au Japon, aucune anomalie de ce côté-là, on peut continuer. Il va se retrouver à côté d'un mec qui, pour faire passer le temps, joue avec sa calculatrice. Sauf que juste ça tilde dans le cerveau de Gunpei. Pourquoi pas, dans l'idée, créer une sorte de montre qui est en même temps une console pour un peu tuer le temps. Bon, il est pas convaincu, mais un jour il se retrouve avec son boss, donc Yamauchi, et pour pas perdre la face, il lui parle de ce projet. Une semaine plus tard, Gunpei se retrouve en face d'un membre super haut placé de Sharp, une entreprise qui fabrique des calculatrices. Et à partir de là, ils vont bosser ensemble pour trouver le système. Ok, la puce électronique, elle est déjà trouvée, c'est la même que la calculatrice. Il reste à créer le design et à essayer de faire fonctionner tout ça. Selon le brief, il vise quoi? Il vise un salarié lambda qui chercherait à faire passer le temps en étant dans la rue ou dans les transports publics. Donc, le design, ça serait quelque chose de simple et de discret. Comme un petit écran avec quelques boutons pour les contrôles. C'est tout. Mais je vous rappelle que ceux qui s'occupent de la conception du projet n'y connaissent vraiment pas grand chose en informatique. À la base, ces gars, ça fait des années qu'ils font des jeux pour enfants. Donc honnêtement, les consoles, c'est pas trop leur truc. Non. Donc ils s'y mettent à fond et je sais pas comment. Ils se retrouvent quelques années plus tard à créer la Game & Watch, l'ancêtre de la DS et de la Game Boy. Rien que ça. À partir de là, Gunpei, il va continuer sur sa lancée. Sa team de recherche et développement va continuer à s'agrandir et il va se lancer dans la production de jeux vidéo. Et quand je vous ai dit que l'équipe recherche et développement, c'était juste une bande de débrouillards, vraiment, je vous assure que j'ai pas exagéré. Écoutez ça. Vous savez comment j'ai lu cette histoire à la base? Je me suis dit qu'ils devaient bosser sur des vieux ordinateurs qui étaient une galère énorme à utiliser. Mais alors, vraiment pas, si vous saviez. Parce que la Game & Watch, si vous voulez revoir le dessin du petit personnage, c'est ça. C'est un dessin super facile à faire, donc pourquoi pas assez facile à reproduire à taille humaine pour faire les tests? Oui, c'est totalement ce qu'ils se sont dit. Ils ont créé une sorte de boîte noire pour isoler la lumière. Ils ont utilisé un épais plastique transparent pour dessiner à l'intérieur avec une scie sauteuse, s'il vous plaît, les petits dessins de la Game & Watch. Ensuite, ils plaçaient des ampoules derrière cette plaque de plastique pour voir dans la boîte noire le rendu que ça avait. C'était leur test à eux. Et c'était du découpage et du collage. Ouais, ils ont commencé par ça, les gars. Et moi, je m'attendais à de la programmation.
Et justement un jour les gars se sont dit que ça serait peut-être utile d'apprendre à programmer. Et en effet, après avoir appris la programmation, ils se sont dit que c'était, je cite, plus facile et beaucoup plus rapide. Non vraiment ? Enfin bref, si j'ai choisi de passer beaucoup de temps sur l'histoire de la Game & Watch, c'est parce que pour moi en tout cas, elle joue un rôle décisif dans l'histoire de Nintendo. Alors certes, du coup j'ai pas eu le temps de vous parler de Shigeru Miyamoto qui avec ses personnages légendaires a investi les salles d'arcade, ni de Satoru Iwata qui a tout donné pour faire prospérer l'entreprise, et d'un tas d'autres détails, parce que je trouve que ça mériterait une autre vidéo à part entière. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse en commentaire. Enfin bref, ce que je trouve fascinant sur Nintendo et sur ses origines, c'est qu'on se rend compte d'à quel point Nintendo ça tient à rien et que, en tout cas à l'origine, ça aurait pu s'écrouler à tout moment. Ou être totalement autre chose, mais pas une entreprise de jeux vidéo comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin bref, leur travail leur a permis de passer de petites entreprises à Kyoto inconnues à firmes multinationales. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une première pour moi, donc déjà merci d'avoir regardé, déjà jusqu'à la fin, de laisser un like ou un commentaire, ou même de suivre la chaîne si ça vous a plu. Merci encore et à bientôt, ciao.